Merci de votre fidélité sur CNews. Place à présent au grand débat des voix de l'info. Voici les thèmes au programme. Nous allons parler de la grande cause nationale de ce quinquennat, l'égalité femmes-hommes. L'objectif étant d'aller vers l'égalité réelle et c'est évidemment une avancée formidable dans différents domaines. Mais le débat se crispe, notamment quand il s'agit de l'écriture inclusive ou encore d'autres sujets. Et puis qu'en est-il des inégalités salariales, des inégalités dans les conditions de travail? Je pense notamment aux caissières ou d'autres métiers. Est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier ces vrais sujets? Le débat est à suivre. Dans cette émission également, l'invitée politique va nous rejoindre tout à l'heure. Elle va réagir à de nombreux sujets, dont ceux que je viens d'évoquer. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sa parole est attendue au sujet notamment de la garde alternée ou encore du consentement sexuel des mineurs. Sur tous ces sujets, réagissez avec notre hashtag Les Voix de l'Info. Et d'abord, notre premier débat autour de l'égalité femmes-hommes. Quels sont les domaines oubliés? N'accorde-t-on pas trop d'importance au débat, notamment sur l'écriture inclusive? Comme tous les jours, les voix de l'info m'accompagnent. Aujourd'hui, sont avec moi Judith Vintraud, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter au Figaro Magazine. À vos côtés, Alexandre Malafaille, bienvenue, bonsoir. Président du think tank Sinopia. Thomas Guénolé nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Politologue, chercheur associé à l'IRIS, auteur notamment du livre Petit guide du mensonge en politique aux éditions Fayard. Et à vos côtés, on accueille pour ce premier débat Raphaël Rémy-Leleu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'association Oser le féminisme. Et ma première question s'adresse à vous. L'égalité femmes-hommes, c'est aussi l'égalité entre parents. Et c'est au nom de cette égalité qu'une proposition de loi émanant du MoDem est examinée en commission des lois. Il s'agit de faire de la garde alternée un principe presque systématique en cas de divorce. Qu'est-ce que vous pensez de ce principe, de cette règle, si elle devait être appliquée ? On pense justement à Oser le féminisme et dans de nombreuses autres associations féministes, et y compris au sein du Haut Conseil à l'égalité, qu'il ne faut pas soutenir cette proposition de loi, puisque la garde d'un enfant, c'est bien au-delà d'une simple répartition des tâches au sein d'un couple. C'est une responsabilité vis-à-vis de cet enfant. La garde alternée, ce n'est pas toujours la meilleure solution, y compris pour les enfants en bas âge. Et surtout, on a de nombreuses histoires, phénomènes d'emprise, de pensions alimentaires non payées. Et là, dans cette proposition de loi, la définition de la cause sérieuse qui empêcherait cette garde alternée d'être automatique n'est pas présente. Et c'est extrêmement dangereux d'imaginer des femmes devoir se voir imposer une garde alternée ou voir la résidence administrative de l'enfant confiée au père parce qu'elle refuserait la garde alternée. Bref, c'est une proposition de loi qui revient souvent dans les propositions des associations qu'on appelle masculinistes. Ça nous paraît extrêmement dangereux. C'est un sujet sensible parce qu'évidemment, on peut comprendre ces demandes de la part de nombreux papas pour lesquels il n'y a aucun problème et dans certains cas de divorce où tout se passe bien. Mais Judith Vintraud, le sujet, c'est vrai, reste sensible. Est-ce que systématiser un tel principe n'est pas dangereux ? Je suis assez d'accord, c'est absolument dangereux. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, du candidat Macron. Mais il ne suffit pas de mettre un signe d'égalité pour obtenir une situation juste et équitable. Et effectivement, il y a des situations où les femmes sont victimes de violences conjugales déclarées, voire condamnées ou pas. Et c'est dans les situations où les violences sont effectives mais n'ont pas fait l'objet de plaintes par exemple, ou que c'est des pressions, que c'est extrêmement difficile. Puis quand on regarde la réalité, parce que c'est ça qui importe, c'est la réalité, en fait, dans les cas où la garde partagée est voulue par les deux parents, il n'y a aucun problème. Dans les cas où un des deux parents ne veut pas, c'est vrai que c'est plutôt les hommes qui se voient objecter un refus, mais en général, ça correspond à ce genre de situation où on n'est pas sûr que la relation entre l'ex-mari et l'ex-femme ne soit pas empreinte de violence ou de pression psychologique. Donc, pourquoi figer dans une loi un cadre qui va plutôt rajouter des problèmes dans une situation déjà délicate, où j'ajouterais que le cas par cas est absolument essentiel. Le cas par cas de la part du juge. Thomas Guénolé, Alexandre Malafaille. Moi, j'avoue, pour avoir déjà vécu un divorce, j'ai de l'expérience que j'en ai, des témoignages que j'en ai autour de moi. Moi, j'ai confiance dans les juges aux affaires familiales. Vraiment confiance dans les juges aux affaires familiales, dans la justice en général. Je trouve qu'on a une justice, contrairement à ce qu'on entend, qui juge bien.
Et donc, je pense qu'en pratique, ce qui se passe, c'est que les modalités qui correspondent le mieux à la fois à la volonté des deux et à la situation, si c'est un cas particulier ou pas, enfin, comme vous le citiez tout à l'heure, madame, en fait, par exemple, quand les deux sont d'accord pour se répartir l'enfant à 50-50 du temps, il n'y a pas de souci et c'est ce que décide le juge. Donc, il y a pas... Donc, moi, je ne pense pas qu'il soit nécessaire. On a déjà suffisamment de problèmes qui se posent pour de vrai, qu'il faut résoudre. Ne rajoutons pas la proclamation d'un principe qui est déjà appliqué, c'est-à-dire que la règle de l'égalité de répartition, sauf erreur de ma part, c'est déjà ce qui est appliqué en pratique, hors cas exceptionnel. Donc, votre avis, Alexandre Malafaille? Oui, il faut laisser des outils. Il faut laisser des outils, soit aux parties, lorsqu'elles s'entendent, parce qu'on peut aujourd'hui divorcer sans passer par la case du juge, et auquel cas, effectivement, on doit pouvoir trouver le dispositif qui est le plus à même de convenir aux deux parents, mais aussi, bien sûr, à l'intérêt des enfants. Et lorsqu'on est entre les mains du juge, parce qu'il n'y a pas de possibilité de s'entendre en face à face, ou parce qu'il faut quand même passer par la case du juge compte tenu de la complexité du dispositif, eh bien, il faut que le juge puisse effectivement faire le choix le plus approprié en fonction de la solution. Je pense que ça, c'est du bon sens et du pragmatisme, et ça nous ramène en fait à toute une série de mesures, puis parfois qui remontent à la surface, qui ont un côté un peu gadget, mais dont il faut se méfier parce que quelque part, elles entretiennent aussi une forme de clivage sur ces questions-là qui fait que finalement on radicalise un petit peu la position des uns ou des autres. Par exemple, dans le domaine, par exemple, de l'écriture inclusive, on y reviendra, mais c'est vrai que quelque part, les féministes ne se grandissent pas dans ce type de débat parce que finalement on est dans la caricature. Alors, féministe d'un côté, masculiniste de l'autre, oui. Non, mais justement, au contraire, ça n'est pas une proposition féministe. Et justement, sur les réformes du divorce, on a plutôt une position d'équilibre et de conserver les équilibres qui étaient existants jusqu'alors, de conserver le rôle du juge, puisque c'est un vrai danger dans beaucoup de situations pour les femmes de ne pas avoir cet arbitrage du juge, de ne pas avoir l'accompagnement juridique des avocats. C'est ce risque-là dans l'automatisation des procédures de divorce, de ne pas voir ses intérêts à la fois vis-à-vis de l'enfant, ses intérêts économiques, ses intérêts patrimoniaux défendus correctement. Et c'est important de rappeler les masses finalement. Aujourd'hui, il y a plus de 90% des demandes de garde faites par les mères et plus de 90% des gardes de demandes faites par les pères qui sont accordées par les juges aux affaires familiales. Donc, sachant qu'il y a beaucoup moins de demandes faites par les pères en plus. Et en plus, il y a beaucoup moins de demandes faites par les pères. Mais dans tous les cas, c'est globalement très fortement entendu. Donc vraiment, ce genre de proposition de loi, il y a un discours derrière qui est très différent, qui est malsain et qui est souvent dangereux pour les femmes et pour les enfants surtout, parce que le discours qui revient Parce que souvent, le plus important, c'est le bien-être supérieur de l'enfant. c'est ça, et c'est pas une question d'égale répartition des tâches dans le ménage comme on se partage une vaisselle. Évidemment. Alors l'objectif, là, je reviens plus largement. Je reviens à l'objectif d'égalité réelle. On en parle beaucoup en ce moment, Judith Vintraud. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sujet qui a provoqué beaucoup de crispation, de tension. C'est l'écriture inclusive. Alors cette écriture, je la rappelle, qui consiste dans un souci d'égalité, de transcrire dans le même mot le masculin et le féminin. Et le Premier ministre est intervenu. Il a décidé de bannir des documents officiels cette écriture. Il a raison d'intervenir ainsi dans ce débat ? Je pense que c'est absolument nécessaire et comme des députés de la majorité s'étonnaient qu'il intervienne lui-même dans ce débat, il a répondu que, comme le disait Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, on voyait se multiplier ces derniers temps des tentatives anarchiques de divers organismes publics d'imposer l'écriture inclusive. Mais en fait, c'est une vieille histoire parce que il y a un organisme qui s'appelle le Haut Conseil pour l'égalité femmes-hommes qui, en novembre 2015, a décidé de promouvoir l'écriture inclusive avec toutes ses joyeusetés. Il faut qu'on les rappelle quand même, hein. C'est pas simplement le point, le tiret, etc. C'est aussi, par exemple, la règle de proximité. Les femmes et les hommes sont beaux, mais les hommes et les femmes sont belles. Bon, pardonnez-moi, ce n'est pas la même chose. Des choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé la phrase de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation à l'Assemblée nationale, quand il a dit nous sommes une langue, une grammaire, une république. Pourquoi c'est pas vrai? Le français n'est pas la langue de la République? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que non, pardon, excusez-moi. Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que si vous lisez par exemple, ou si vous relisez en l'occurrence les Misérables de Victor Hugo, les personnages selon les milieux où ils se trouvent ne parlent pas le même français. C'est la langue française, mais ce n'est pas le même registre de vocabulaire. Il y a toute une sorte, c'est le même français. Vous êtes en train de pinailler. Non, mais je vais vous répondre simplement. La langue française n'est pas un musée. La langue française est une langue vivante. Elle évolue. Pourquoi plus personne? Et donc c'est aux politiques et aux idéologues en général de décider l'évolution de la langue. Excusez-moi, je n'ai pas souvenir de vous avoir interrompu en fait. Mais
l'imparfait du subjonctif n'existe plus parce que plus personne ne s'en sert. Si, je vous Non, mais je vous le dis, l'imparfait du subjonctif en pratique n'est plus pratiqué, en tout cas quasiment plus à l'oral. Mais juste sur la forme, vous êtes d'accord que le Premier ministre intervienne, par exemple, sur ce débat ? En l'occurrence, l'autorisation officielle de ne plus utiliser l'imparfait du subjonctif, c'était une décision d'un président de la République. Donc moi, ça ne me choque pas. Mais je voudrais rappeler que la règle de proximité que vous citiez, que vous avez très bien expliquée, où il y a aussi la règle majoritaire, qui est de dire que si la majorité du groupe, ce sont des femmes, il faut accorder au féminin. Ce sont des règles qui existaient au XVIIe siècle et qui sont donc plus anciennes que la naissance de l'Académie française. Donc ce n'est pas la même chose que l'écriture inclusive, qui est une invention récente. Et je voudrais rappeler qu'un certain nombre de mots qui sont passés dans le langage courant sont des inventions très récentes, en particulier l'argot des banlieues. L'argot des banlieues, dire que je kiffe quelque chose, par exemple. Voyez, ou dire qu'on va prendre un kawa. Ce sont des expressions qui ont commencé par être banales dans les banlieues et qui ensuite se sont généralisées dans les centres-villes. Et c'est normal. J'ajoute, je terminerai là-dessus, je ne veux pas être trop long. On nous dit le français, la langue de Molière. Je suis désolé, à l'heure actuelle, ce n'est pas vrai. Les pièces de Molière qu'on nous apprend à l'école sont des traductions en français moderne. Le français de Monsieur Molière est illisible pour des Français d'aujourd'hui. Donc je voudrais rappeler, la langue française est une langue vivante. Arrêtons de la considérer comme un musée. Non, mais on est d'accord, mais la question, c'est pas de la faire évoluer. La question, c'est de savoir si à un moment donné, on va se mettre à avoir une espèce de cacophonie invraisemblable sur la façon de parler et d'écrire le français. Parce que d'un côté, le gouvernement va l'interdire, et je pense que c'est pertinent de l'interdire, parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont derrière ça. Il y a la voix de la France dans le monde. Je veux dire, aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle la francophonie. La francophonie qui utilise très régulièrement les accords de excusez-moi, mais on a déjà du mal à écrire le français correctement. Si on commence effectivement à se mettre dans cette logique-là, et je pense qu'en plus on se trompe de combat. Je pense que si vous voulez, il y a un véritable enjeu de gouvernance par rapport à l'égalité entre l'homme et la femme, et de vrais enjeux de gouvernance au sens de la démocratie représentative qui est battue en brèche. Et je pense que c'est pas par ce type de combat qu'on va arriver effectivement à aller vers plus d'égalité. Je vous remercie. Je crois que c'est plus mon combat que le vôtre, mais je ne sais pas si vous avez des leçons à donner à qui que ce soit, mais je pense qu'en tout cas en matière de gouvernance, on peut en parler un instant. Et en tout cas, je crois qu'effectivement, sur le point qui me paraît fondamental aujourd'hui, c'est dans le programme par exemple de M. Blanquer, c'est la problématique de respecter autrui. Respecter autrui, ça me paraît être un vrai projet de société sur lequel on peut bâtir un programme éducatif, et pas simplement qu'un programme éducatif, on peut avoir de vraies actions de fond, mais je ne crois pas que l'écriture inclusive, qui vient ajouter de la confusion à une langue qui est déjà compliquée, et avec en plus cette espèce de cacophonie, pardon de dire, d'un côté, alors, la mairie de Paris va avoir son système, le conseil économique et social le sien, les journaux les leurs, les livres chacun, à un moment donné, je ne sais pas comment les enfants vont faire pour s'y retrouver, mais je crois qu'il y a une règle claire, c'est qu'il faut respecter la grammaire. Alors qu'il y a un débat, la règle de proximité est une règle de grammaire. Mais pourquoi pas, mais appliquons-la si on veut, mais à un moment donné, il faut trancher, il faut que tout le monde s'y plie, parce que sinon on va avoir chacun dans son coin une manière de parler, ça va devenir inaudible. J'ai une objection, ce n'est pas comme ça que la grammaire évolue. Excusez-moi, très brièvement, pardonnez-moi, mais ce n'est pas comme ça que la grammaire française évolue. On va faire une émission de grammaire, moi ça me plairait beaucoup. Excusez-moi, c'est vraiment le fond du débat. La grammaire française, ce qui se passe, c'est que les usages évoluent et ensuite s'imposent. En d'autres termes, quand tout le monde fait une faute, ça finit par devenir la règle. Je voulais poser deux questions sur ce thème et vous dire, est-ce qu'il n'y a pas des thèmes plus importants et passer aux inégalités femmes-hommes? Mais regardez comme le débat prend et se crispe. Parce que les partisans de l'écriture inclusive expliquent que c'est pas normal et c'est pas égalitaire que le masculin l'emporte sur le féminin. Cette présentation est fallacieuse. Une femme peut être un génie, un homme, une andouille. Le genre des mots n'est pas le sexe. L'exemple que vous prenez. Alors, pardonnez-moi, mais c'est pas le sujet en fait. C'est la règle, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est une règle de grammaire qu'on apprend à l'école. Et si c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est une règle de grammaire. Et ça provient du fait que le masculin est jugé un genre plus noble. Est-ce que c'est vraiment le débat le plus important en ce moment? Ce que vous dites est faux. C'est vous, madame, qui êtes mal renseignée. C'est pas ma faute. Le féminin est biaisé. Non, ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas de neutre. Non, mais nous sommes d'accord. C'est biaisé, et c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui on apprend quelque chose de biaisé à tous les. C'est la formulation qui est biaisée. Vous disiez, la lune sont beaux et la lune et le soleil sont belles. En fait, à un moment donné, ça a marche. Ça a été appliqué par Ronsard, je vois pas où est le problème. Avant de pouvoir utiliser l'écriture inclusive, il faut réussir à pouvoir parler. Concernant vous parliez sur le respect d'autrui. C'est intéressant le respect d'autrui, mais le respect d'autrui, ça passe également par la reconnaissance. Et là, on parle de la complexité des règles de grammaire. Le français n'est pas une langue morte, bien heureusement, et en fait, les règles de grammaire sont tordues dans tous les sens. Personne ne respecte les mêmes, personne n'utilise le même vocabulaire, exactement le même lexique. Et donc, certains vous disent, alors on continue à empirer les choses? Et les gens se comprennent. Et en fait, ça n'est pas empirer les choses, c'est enrichir les choses. L'écriture inclusive, c'est aussi des choses toutes bêtes, comme dire « mesdames, messieurs ». C'est aussi donner un meilleur... Ça, c'est pas l'écriture. Ça, c'est pas l'écriture. Pardonnez-moi, ça, c'est pas l'écriture. Alors, c'est l'oral. Vous faisiez tout à l'heure référence au
rapport du Haut Conseil à l'égalité. C'est quand même loin d'être anarchique puisque c'est un service qui est rattaché au Premier ministre. Pour moi, ce n'est pas un gage de sérieux. Excusez-moi, je connais plusieurs organismes rattachés à Matignon qui sont pas franchement sérieux. Il s'agit d'employer des règles de communication qui sont non sexistes. Et quand, par exemple, on parle de groupes... Est-ce que ça change la réalité? Est-ce que changer le vocabulaire change la réalité? Ça change beaucoup la perception de la messieurs, réalité. est-ce que, pardonnez-moi, mesdames, messieurs, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, la vaste forêt des inégalités? Ça fait 10 minutes. Vous aurez du mal à parler des conditions de travail des caissières si c'est là. Ah mais non. Moi je suis pour. Mais alors je vous pose la question. C'est important pour parler de la réalité, y compris quand on parle de violence. Non mais Raphaël, pardonnez-moi, moi peut-être que c'est un petit peu démago ce que je veux dire. J'imagine la téléspectatrice ou un téléspectateur frappé par les inégalités qui nous écoute parler de grammaire. Mais nous, on n'en fait pas notre sujet prioritaire. À un moment, il y a des bulles médiatiques régulières qui arrivent autour de l'écriture inclusive. Nous, ça fait des années qu'on l'utilise au quotidien. Ça ne nous pose pas de débat. On ne force personne à l'employer. Vous ne cherchez pas justement à le généraliser. Et ensuite, on soutient les initiatives qui visent à l'expliquer, à expliquer son importance. Il y a quand même une démarche. Et surtout, la démarche féministe, c'est celle de l'explication des mots, parce que les inégalités contre les femmes, les violences contre les femmes se cachent souvent derrière un langage qui les euphémise. Et donc, avoir une réalité dans le langage, c'est aussi une meilleure manière de combattre les inégalités. Thomas Guénolé, regardez l'intitulé de ce débat. Égalité femmes-hommes, les domaines oubliés. Dans ce cas-là, pas l'écriture inclusive. Je vais vous parler du harcèlement sexuel en entreprise. Alors, il y a une femme sur 5. Les gens ne sont pas au courant de ces chiffres, en tout cas pas assez. Une femme sur 5 a déjà subi du harcèlement sexuel dans sa vie professionnelle. Une femme sur 5, c'est absolument énorme. Et dans 95% des cas, elle ne porte pas plainte. Elle ne porte pas plainte. Et donc ça reste l'impunité. Et ma source, c'est le défenseur des droits, je le précise. Et la raison du silence, toujours selon la même source, la raison principale du silence, c'est la peur d'être viré. Et donc je note moi une incohérence du gouvernement à l'heure actuelle. J'espère que vous lui poserez la question tout à l'heure. Je ne sais pas, c'est vous qui voyez, mais je trouve qu'il y a une incohérence entre dire nous voulons lutter contre le harcèlement sexuel dans les entreprises et en même temps prendre des mesures qui facilitent les licenciements et qui donc vont faciliter le harcèlement sexuel. C'est incohérent. Et puis il y a un autre thème qui n'est pas à ma connaissance à l'agenda du secrétariat d'État à l'égalité des chances. Excusez-moi. Pourquoi faciliter le harcèlement? Mais excusez-moi, je viens de l'expliquer. Donc comme on a très peu de temps, je passe. C'est pas grave. La vidéo est en replay après. Je suis trop bête. En fait, l'autre point, c'est la condition de travail des caissières que vous évoquiez tout à l'heure. C'est le problème de... Comment dire il y a une enquête de Cash Investigation là-dessus qui est assez parlante, c'est-à-dire l'aggravation des cadences qui sont de plus en plus difficiles, les travaux de manutention, en fait, où elles sont en train de devoir porter les trucs au fur et à mesure et où elles se mettent en station debout toute la journée pour pouvoir le faire. Et les cadences s'accélèrent encore. Et vous avez même eu le cas, ça a été médiatisé pendant la campagne présidentielle, vous avez même une caissière qui a fait une fausse couche chez Auchan et qui d'ailleurs a porté plainte suite à ça. Et donc ceci pour dire, à ma connaissance, des réalités dont il faut parler. À ma connaissance, le secrétariat d'État à l'égalité hommes-femmes n'a rien dans les réformes envisagées pour traiter les conditions de travail extrêmement précaires des femmes. Je rappelle, et je m'en resterai là, que de mémoire, 2/3 des smicards, c'est-à-dire les gens qui gagnent le SMIC ou moins, en fait sont des smicardes. Et donc si on applique la règle majoritaire, on devrait dire les smicardes. Juste sur le premier point de votre argumentaire, moi, je suis journaliste, quand je ne comprends pas, je pose des questions jusqu'à ce que je comprenne. Je vais peut-être vous répondre à la place de Thomas Guénolé. Pourquoi faciliter le licenciement, si tant est que la loi le facilite? Je la refais, d'accord. Facilite Maintenant, je peux. Le harcèlement. Bien sûr. Expliquez-moi pourquoi. Alors, le 95% des cas, les femmes ne portent pas plainte quand elles subissent un harcèlement en entreprise. 92% des cas, elles perdent leur emploi après. Attendez, 95% des cas, elles ne portent pas plainte alors qu'elles ont subi un harcèlement en entreprise, d'accord? Bon. Non, pas d'accord, parce que de toute je vous donne le chiffre. Non, vous me donnez des chiffres. Source défenseur des droits. Vous pouvez contester le défenseur des droits, c'est vous que ça regarde. Ensuite, deuxième point. C'est toujours un bonheur de discuter avec vous. C'est l'amabilité et l'ouverture d'esprit réunie. Deuxième point, on parle de sujets un peu graves. Deuxième point. Ça n'empêche pas d'être bien élevé. C'est pas la on peut être pour toi aussi. Non, mais j'essaye de vous expliquer le truc, de vous le réexpliquer. Donc. Mais moi, je vais faire plus rapidement. Non, s'il vous plaît, je reprends juste. C'est simple à comprendre. Mais Thomas, puisque c'est ça. En fait, en réalité, voilà ce qu'il dit. Le gouvernement a fait une réforme du Code du travail qui, selon Thomas Guénolé, va faciliter le licenciement. Permettez-moi quand même, qui est d'être neutre, c'est un petit peu ma position de journaliste. Selon Thomas Guénolé et d'autres, va faciliter le licenciement. Donc la femme qui est harcelée, l'entreprise va la licencier d'autant plus facilement que ce gouvernement a facilité les licenciements à travers. Or, la cause principale pour ne pas porter plainte pour harcèlement sexuel, c'est la peur d'être licencié. Et pourquoi pas l'homme harceleur?
puisque c'est plus facile de licencier. C'est beaucoup plus facile Non, mais de rappelons-nous, licencier un homme qui cause des problèmes. C'est la peur d'être licencié Allez, Alexandre qui fait que la personne on ne vous a porte pas entendu, plainte. Thomas On est Guénolé. d'accord, dans tout dispositif, il peut y avoir des déviations. Tout système, à un moment donné, est dévoyé. La Constitution a été dévoyée par les hommes politiques. Les hommes politiques dévoient toute une série de systèmes. Tout le monde passe son temps à dévoyer. Les lois sont faites pour ça. Malheureusement, c'est la nature humaine. Donc il y a peut-être effectivement dans ce dispositif, ordonnance, loi travail, produit par le gouvernement d'Emmanuel Macron, des dispositifs qui seront dévoyés peut-être par certains qui profiteront de ça pour dire, bah, tiens, ce sera plus facile de virer la nana que j'ai harcelée, etc. Okay. Non, si, c'est un peu ce que vous dites. Non, mais l'objectif numéro un, pardon, c'était pas ça. L'objectif numéro un, c'était de s'attaquer. Monsieur Guénolé, ça doit vous concerner parce que ça fait partie des gens qui vous intéressent. Quand même aussi, il ne faut pas les oublier. Le dispositif était fait pour les 6 millions de personnes qui aujourd'hui n'ont pas de boulot dans ce pays et de donner, c'est le pari d'Emmanuel Macron quand même, pardon, je ne suis pas là pour le défendre, de dire il faut redonner un emploi à tous ceux qui n'en ont pas. En facilitant les licenciements. Non, monsieur Guénolé, c'est pas ça. Mais non, vous n'avez. Alors, on ne va pas refaire le débat sur le code du travail. Donc évidemment, bien sûr qu'il faut s'occuper de ces problématiques-là. Évidemment, on sait qu'on a un problème de fond. Mais là encore, on est sur un problème de société et il faudra quand même du temps pour régler les choses les unes après les autres. Moi, je voudrais juste dire, parce que là, on est toujours très critique sur la France et on passe son temps à nous regarder de manière extrêmement négative, à ne voir que la partie sombre. Et on a raison de s'y intéresser parce que, évidemment, il y a une partie sombre dans chaque être humain. Hein. On a un en haut, on a un en bas. Personne n'est parfait. Mais il n'empêche que quand on regarde, par exemple, le classement du Forum économique mondial, eh bien, on se rend compte que la France, sur ces questions d'égalité d'hommes-femmes, a progressé de manière significative depuis une quinzaine d'années, qu'on est maintenant classé au 11e rang, qu'on a gagné 6 places par rapport à l'an dernier et qu'on est quand même le 11e pays, je dirais, le mieux classé au monde par rapport à 144 pays qui sont dans le dispositif. Voilà. Donc je pense que si vous voulez, même si on a encore énormément de pain, si je puis dire, de travail à faire, de pain sur la planche pour ces questions-là, il ne faut pas non plus en permanence présenter. Attendez, Raphaël Rémy-Leleu. C'est pas une question de dire c'est pire ailleurs, monsieur Guénolé. Allez, s'il vous plaît, messieurs, il y a un laissez progrès. parler les femmes. Raphaël Rémy-Leleu. Ah, quand je dis ça, tout le monde se tait. C'est bien, Raphaël Rémy-Leleu. Non, mais merci. Raphaël Rémy-Leleu, c'est vrai ce que dit Alexandre Malafaye. Il y a aussi le verre à moitié plein, parce que là, il y a beaucoup, on parle de ce qui ne va pas. Est-ce qu'il faut aussi rappeler, même si vous êtes une association Osez le féminisme, vous rappelez ce qui ne va pas, parfois aussi rappeler qu'en France, eh bien, c'est peut-être mieux qu'ailleurs, qu'en se comparant, parfois on se console. Mais en fait, quand on est féministe, malgré l'ambiance et malgré les clichés, on n'est pas là tout le temps pour râler. En fait, il y a beaucoup de choses dont on se félicite. Il y a beaucoup de combats qu'on est contente d'avoir menés, qu'on est contente d'avoir souvent gagnés, que ça soit sur l'égalité professionnelle. Moi, ce qui m'inquiète par contre, c'est une logique en ce moment à l'œuvre où on est en train de reculer sur des dispositions qui avaient été gagnées en 1983 dans la loi Yvette Roudy, qu'on est en train de reculer sur l'obligation de faire des statistiques genrées pour avoir une bonne situation, une bonne image de la situation de l'emploi, des inégalités et des violences économiques entre les femmes et les hommes. Et tout ça, ce sont des choses qui ne vont pas aider à résorber le chômage, d'avoir moins de statistiques sur les inégalités professionnelles. Ça, il faut en avoir conscience. Sous prétexte de libérer les énergies, de faciliter tout cela, c'est encore une fois, c'est 80% des postes à temps partiel sont employés par des femmes. Les 4 conclure en guise de conclusion, justement. Si vous deviez retenir quelque chose de prioritaire dans ce débat, qui est une priorité d'ailleurs du quinquennat, une cause nationale sur l'égalité femmes-hommes, au-delà de l'écriture inclusive, ce qui manque. Sur quoi faut-il insister ? Salaire égal à poste égal, ça me paraît évident. Pareil. Oui, là, je crois que là-dessus, on va être tous d'accord. Oui. Alexandre Malafaye. Non, moi, je reviens sur respecter autrui. Je pense que c'est un véritable chantier. C'est un chantier à 30 ans, mais c'est un chantier qui pourra produire ce dont on a besoin, c'est-à-dire à un moment donné un vrai regard équitable et équilibré sur l'autre. Si je peux me permettre d'une phrase, la réforme des retraites est annoncée. Dans la réforme des retraites, alors que les retraites des femmes sont plus basses parce qu'elles ont des interruptions de carrière et que leurs salaires sont plus bas, il n'y a rien à ce jour dans les propositions d'Emmanuel Macron sur les retraites des femmes. Conclusion. Si je peux moi-même conclure. Oui. 123 femmes tuées l'année dernière, un chiffre en augmentation. La priorité, au-delà du regard d'autrui, c'est que des femmes arrêtent d'être tuées par des hommes en France. Merci pour ce débat, merci pour ces rappels importants, nécessaires et essentiels. Restez avec nous sur CNews, l'information se poursuit. Dans quelques instants, l'invité politique, ce sera justement sur ce sujet et d'autres. Marlène Schiappa, tout de suite. C'est seulement après 5 ans de procédure que Philippe a réussi à obtenir un droit de visite élargi. Pour Mathieu, les choses ont été plus compliquées. Son ancienne compagne est partie habiter à 1000 km de chez lui et a obtenu la garde de ses filles. À leurs yeux, la proposition de loi du MoDem voulant poser la garde alternée comme principe de base en cas de séparation des parents apporterait plus d'égalité entre le père et la mère.
la résidence principale est toujours octroyée à la maman. Et puis au papa de montrer patte blanche et de dire qu'il est aussi en mesure d'être papa autant que la mère est mère. Pour les enfants, c'est profondément injuste. Ils ont droit à leurs 2 parents. Ils ont le droit à voir leurs 2 parents de façon paritaire, dans le même volume horaire. Aujourd'hui en France, la garde alternée n'est choisie que pour 1/5 des enfants de parents séparés. Mais selon les spécialistes, cette solution serait la plus adaptée à leur évolution. Quand ils sont en résidence alternée, ils sont pratiquement comme des enfants de famille intacte. En revanche, quand ils sont élevés uniquement par un parent, et en Suède, comme chez nous, c'est souvent la mère, eh bien là, ces enfants ont de gros problèmes relationnels et scolaires. Pour certains professionnels de l'enfance et des féministes, la décision de la garde doit se prendre seulement en fonction de l'intérêt de l'enfant. Une pétition sur Internet refusant que la loi ne s'immisce dans les choix parentaux a récolté plus de 500 signatures. Voilà pour ce sujet sur la garde alternée. Notre journaliste Anne Maquignon. On va parler de ce sujet et d'autres avec notre invitée ce soir, Marlène Schiappa. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes aussi l'un des visages, l'une des révélations du macronisme, marcheuse de la première heure. On parlera de ces sujets-là. Mais d'abord, sur ce sujet de la garde alternée qui inquiète certaines associations. Rappelons-le, c'est une proposition de loi autour de cette garde qui pourrait devenir systématique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fait au nom de l'égalité parentale. Absolument, c'est une proposition de loi qui est portée par le groupe des parlementaires MoDem. Et l'idée, c'est effectivement d'aller vers plus d'égalité parentale. Donc nous, notre position collective au gouvernement, c'est qu'on est plutôt favorable à la résidence alternée pour faire en sorte justement qu'il y ait une égalité parentale avec évidemment des conditions. Je pense notamment, parce que vous avez mentionné les associations féministes qui sont inquiètes de l'emprise que pourrait conserver un conjoint violent par exemple. Notre position, c'est qu'en cas de violence, bien évidemment, la résidence alternée doit tomber. Mais sinon, comme principe général, nous sommes favorables. Mais il ne faut pas le systématiser, évidemment, pour le bien-être supérieur de l'enfant. L'idée, c'est qu'il y a un cas général. Et ensuite, il appartient à chaque juge aux affaires familiales de trancher. Donc le cas général, ce serait la résidence alternée, le cas par défaut. Mais après, bien évidemment, il y a des appréciations au cas par cas, selon l'éloignement des domiciles des parents, selon le seuil de conflit entre les parents. Et ça sera apprécié au cas par cas. Parce que tout ça suppose que les séparations se passent bien et que chacun joue vraiment son rôle de garde alternée et d'éducation. Se passe bien, pas forcément, parce qu'il y a des séparations qui se passent moins bien que d'autres. Ça n'est pas parce qu'elles se passent moins bien qu'il ne doit pas y avoir de garde alternée, mais effectivement, ça nécessite de la diplomatie, de la solidarité familiale et quelques conditions qui soient mises en place d'un point de vue matériel également. Alors, autre sujet, Marlène Schiappa, les cas d'agression, de harcèlement sexuel dans différents domaines, ça continue, ça se multiplie encore aujourd'hui. Il y a eu un témoignage à charge à la télévision contre Tariq Ramadan. Est-ce que maintenant vous dites il est temps que la justice, tout d'abord, intervienne en premier? Est-ce que c'est à la télévision, dans les médias que ça doit se passer? Non, évidemment, ça je l'ai dit dès le début. J'ai dit que je saluais ce mouvement de libération de la parole et de libération de l'écoute qui va avec, parce que je pense que si les femmes parlent, c'est parce qu'enfin, elles sentent que la société les écoute. Et je conçois bien évidemment que ce soit plus facile face à un écran que face à une personne, avec l'élan de solidarité. Maintenant, je l'ai dit dès le début, Twitter ne remplace pas un tribunal. On est dans un état de droit. Donc il y a une présomption d'innocence qui vaut pour tout le monde, qui vaut pour les personnalités, les députés, Tariq Ramadan, le voisin d'en face. C'est l'état de droit. Le même droit s'applique à tout le monde, il faut que la justice passe. Il y a des plaintes, dans le cas de Tariq Ramadan, il me semble qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, donc la justice passera et tranchera. Ça se passe dans différents domaines, celui des médias, de la télévision, aux États-Unis, en France, avec le cas également d'un journaliste. Est-ce qu'il faut réfléchir plus globalement à ce que vous dites, nous-mêmes d'ailleurs, pour une forme d'éthique et de respect d'abord du travail de la justice, les témoignages à charge, à décharge aussi, il faut les organiser? Moi, je n'ai pas à dire aux médias ce qu'ils ont à faire. Mais comment vous voyez les choses, sans forcément leur dire quoi faire? Moi, je suis extrêmement attachée à la liberté de la presse, y compris quand la presse n'est pas tendre avec le gouvernement auquel j'appartiens. Je pense que ça fait partie du fondement de la démocratie, qui est un pouvoir, qui est la presse et qui est totalement libre. Donc, je n'ai pas à lui dire comment traiter ses affaires. Je pense que c'est important qu'il y ait cette libération de la parole. Maintenant, évidemment, l'idée, ça n'est pas d'accumuler et de faire des articles à sensation. J'étais au G7 égalité femmes-hommes et la ministre italienne, Madame Boschi,
Chokshi a dit quelque chose que j'ai trouvé très juste à cet égard. Elle disait « L'idée, c'est de prendre de la hauteur. Ce qui est intéressant pour nous, les ministres qui faisons des politiques publiques, ça n'est pas chaque cas individuel, c'est comment tous ces cas individuels font un mouvement de société et quelles politiques publiques nous mettons en œuvre pour répondre à ce mouvement de société. » Vous dites qu'il y a une libération de la parole, c'est vrai, on le voit, mais il y a toujours ces phrases, on les connaît d'ailleurs ces phrases, on les entend parfois malheureusement, des sortes d'excuses ou de circonstances atténuantes aux agressions. Exemple, oui, elle est harcelée par son supérieur, mais pourquoi elle n'est pas partie? Pourquoi elle ne lui a pas répondu? Pourquoi elle ne lui a pas dit non? Face à cela, quand même, c'est toute une culture aussi contre laquelle il faut se battre. Ce n'est pas évident de se battre contre une culture. Effectivement, c'est ce qui est le plus difficile. On a un combat législatif à mener que nous menons. On a aussi un combat culturel. Et c'est le plus dur. Effectivement, ces phrases, je les ai prononcées à l'Assemblée nationale hier en répondant à une question au gouvernement qui m'était adressée par une députée, Laetitia Romero-Diaz, en rappelant qu'effectivement, nous avons tous et toutes déjà entendu, parfois peut-être prononcées ou pensées, ces phrases qui minimisent, qui disent que cette femme battue par son mari n'a qu'à partir de chez elle, qui disent que cette femme qui a été violée, après tout, qu'est-ce qu'elle faisait dans la rue toute seule en mini-jupe? On a tous déjà entendu ces phrases. Donc il y a un combat culturel, c'est pour ça que le gouvernement fait des campagnes de communication, de sensibilisation, pour interpeller toute la société, pour qu'on réagisse et qu'on abaisse ce seuil de tolérance aux violences sexuelles. Parce que la loi, parce que le gouvernement, parce que l'État ne peut pas tout, ça passe par l'éducation, donc par les mères, les pères, on revient presque au premier sujet, c'est les parents. Absolument, ça passe aussi par les familles. L'éducation nationale prend sa part de responsabilité. Le ministre de l'Éducation nationale a déjà expliqué que pour lui, les priorités, c'était lire, écrire, compter, respecter autrui. Et il y a dans ce respecter autrui quelque chose de très fort. Nous en parlions ce matin au Conseil des ministres, puisque c'était un des sujets à l'ordre du jour que la lutte contre les violences sexuelles. Donc il y a l'éducation nationale, mais il y a effectivement, comme vous l'avez dit, les familles et comment on fait en sorte que dans les familles, on inculque ces valeurs d'égalité qui sont les fondements de la République française finalement. Le sujet difficile qui divise les familles, ou en tous les cas qui pour certaines les choque, c'est celui du consentement sexuel. Il y a énormément de réactions, Marlène Schiappa, de citoyens, d'anonymes et puis de personnalités. Exemple, on va le voir, le tweet de l'actrice Clotilde Courreau qui dit ceci, je vais vous le citer. En tant que mère, le débat sur le consentement sexuel entre 11 et 13 ans me choque. Que peut-on consentir à d'autres à ces âges que d'être protégé? Est-ce qu'il est temps de trancher ce débat, que la loi fixe pour de bon ce seuil de présomption de non-consentement pour les enfants? Alors, là, c'est le cri d'une mère, d'une citoyenne. Oui, bien sûr, mais je lui ai répondu au demeurant, bien évidemment, je le comprends. Mais je pense que c'est important de préciser de quoi on parle. Il n'a jamais été question de dire que la loi allait débattre pour savoir si à 11 ans ou à 13 ans, un enfant était consentant. Au contraire, nous nous sommes aperçus, eu égard à certaines récentes affaires, certains procès récents, qu'il y avait un trou dans la raquette, si je peux dire ça comme ça, en termes de loi, et que s'il existait une majorité sexuelle à 15 ans, qui ne bougera pas, qui restera à 15 ans, et qui interdisait à des majeurs d'avoir des rapports sexuels avec des mineurs de moins de 15 ans, il n'existait rien pour caractériser le viol, puisque le viol, il est caractérisé par l'effet de surprise, de menace, ou de contrainte et de violence. Quand aucun de ces effets n'est caractérisé dans un procès, eh bien parfois les magistrats sont obligés de rendre des non-lieux et de requalifier des viols en atteinte sexuelle. Ce qui nous semble très grave, et donc c'est pour protéger les enfants que nous voulons instaurer un seuil qui fasse en sorte qu'en dessous d'un certain âge, il n'y ait jamais débat dans aucun procès sur le consentement. Ce qui serait logique, Marlène Schiappa, c'est que l'âge minimal du consentement soit fixé à 15 ans, qui est la majorité sexuelle. Alors, ce n'est pas un âge minimal de consentement. Ça, c'est 15 ans et ça reste la majorité sexuelle. C'est un âge maximal en dessous duquel on considère qu'on ne peut pas débattre. C'est une présomption de non-consentement en droit. Et du coup, effectivement, il y a un débat. Nous faisons une loi citoyenne. Donc, nous avons décidé pendant quelques mois de mettre tout sur la table et de dire à chaque citoyenne, chaque citoyen de participer pour nous dire quelle est sa recommandation. Le Haut Conseil à l'égalité. Votre conviction profonde, quelle est-elle? Moi, ma conviction personnelle, je l'ai déjà donnée à plusieurs reprises. Je suis plutôt, à titre personnel, sur le seuil de 15 ans, qui me semble aligné avec la majorité sexuelle, en cohérence et correspondre à l'âge médian actuel des autres pays européens. Maintenant, j'entends aussi les positions qui sont sur 13 ans, comme celle du Haut Conseil à l'égalité et celle d'autres experts et expertes. Oui, bien sûr. Ça ne vous choque pas? Non, ça ne me choque pas. 13 ans, ça ne vous choque pas? Non, parce qu'on ne parle pas d'un âge minimum. Ça ne veut pas dire qu'au-dessus de 13 ans, vous pourrez violer des enfants et que vous serez acquitté parce qu'il avait plus de 13 ans. Ça veut dire qu'en dessous de 13 ans, ce serait une présomption de non-consentement et donc il n'y aurait pas débat sur le consentement, que ce serait systématique. La question, pourquoi il y a des gens qui s'opposent à 15 ans, je vais vous expliquer, c'est que ça veut dire que s'il y a une présomption de non-consentement, si vous avez 18 ans et que vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un qui a 14 ans 3/4, dans le cadre d'une relation amoureuse consentie, tout ce que vous voulez, vous pourrez
pourrait être inculpée de viol et condamnée comme telle. C'est là qu'il y a une ligne de crête et la ministre de la Justice est attachée à ce qu'on laisse un pouvoir d'appréciation à chaque magistrat. Donc nous faisons un débat de société, nous ne décidons pas du haut, nous consultons véritablement tout le monde avant de rendre un arbitrage au mois de mars. Et un arbitrage qui sera évidemment très suivi. Il y a ces sujets sensibles, il y en a d'autres qui sont moins sensibles en apparence, mais qui créent crispation, tension. C'est le cas de l'écriture inclusive. Le Premier ministre a décidé de la bannir des documents officiels. Donc chez vous aussi, pour votre ministère, il n'y a pas d'écriture inclusive. Il y avait déjà eu une écriture inclusive ? Oui, il y avait des ministères dans le passé qui avaient signé des chartes et qui utilisaient, non pas moi parce que je n'étais pas aux responsabilités, mais qui utilisaient le point maison. En fait, dans cette circulaire, le Premier ministre explique qu'il est favorable à la féminisation des noms. Moi, c'est ça que je trouve important dans cette circulaire. Il dit qu'il faut dire Madame la préfète, Madame l'ambassadrice, et il systématise cela. Ça, c'est un grand pas en avant. Ensuite, le Premier ministre explique qu'il n'est pas favorable au point médian et qu'il demande qu'on ne l'utilise pas. Donc, vous auriez été ministre, j'aurais dû dire Madame la ministre, pas Madame... Absolument. Oui. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que je suis une femme, donc on caractérise ça par une femme. Et avant, on le par disait Madame le ministre, ça ne choquait pas les femmes ministres ? Ça dépend, certaines ça les choquait, mais là encore, je pense qu'il y a une certaine liberté. Moi, j'ai déjà rencontré des femmes avocates qui ont envie qu'on les appelle avocats et qui se présentent comme avocats. Je connais des femmes écrivaines que moi, je qualifie d'écrivaines, mais qui se présentent comme écrivains. Je pense que c'est la liberté de chacun. Féminisation, oui, mais écriture inclusive, vous dites non également. Comme alors, féminisation, l'écriture inclusive, c'est pas juste le point médian. Donc, le point médian, le Premier ministre est opposé. Je partage sa ligne et je l'ai déjà dit, en tant que mère de famille, là, je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on apprenne à mes enfants à l'école à écrire avec des points médians. Je trouve que ça complique l'apprentissage, alors que c'est déjà compliqué à ces âges-là d'apprendre qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. En revanche, la féminisation, oui, j'y suis tout à fait pour, de la même manière que je dis aussi les Françaises et les Français, celles et ceux, etc. À vous aussi, celles et ceux, oui. Alors, on va revenir justement à ces dossiers politiques, parfois même de politique politicienne, de changement au sein du gouvernement. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une marcheuse, Marlène Schiappa, de la première heure. Vous avez d'ailleurs, on va voir les images, tenu un discours samedi à Lyon lors du congrès fondateur de La République En Marche. Et vous vous félicitiez notamment de la démarche des débuts, l'effervescence autour de l'ascension d'Emmanuel Macron. Quel changement aujourd'hui ? Ah bon ? Non ? Vous n'avez pas remarqué ? Non. Une autorité verticale, une autre manière de gouverner, c'est toujours aussi horizontal ? Je pense que l'idée, c'est pas d'être horizontale ou verticale. L'idée, et je l'ai expliqué dans mon discours, c'est de partir de la base. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. En fait, la loi citoyenne, c'est exactement la démarche de La République En Marche. La grande cause nationale du quinquennat du président de la République, il a décidé de la mettre en œuvre parce qu'il avait lancé un porte-à-porte et qu'on est parti du citoyen pour arriver à une politique publique. Et on a suivi tout cela. C'est ce et vous diriez aujourd'hui que La République En Marche est un exemple de démocratie ? Oui, puisque c'est ce qu'on est en train de faire avec cette loi citoyenne. On part du citoyen et de l'avis des citoyennes et des citoyens pour en faire des politiques publiques. Et dans La République En Marche, il vous est apparu qu'il y avait plusieurs listes pour le bureau exécutif, qu'il y a eu un vote tout à fait démocratique qui s'est tenu et qu'il y a eu une élection tout à fait démocratique. Il y a eu 2 élections, en réalité même l'élection du délégué général. Une désignation. Oui. Non, c'était l'élection du délégué général. C'est un peu offensant. Si je par le président ? Non, ce que vous dites, pas un secret de polichinelle ? Non, c'est un peu offensant pour les personnes qui sont déplacées pour voter. Vous savez, moi, c'était mon anniversaire. Je l'ai dit dans mon discours. J'ai choisi de passer mon anniversaire à Lyon avec les marcheuses et les marcheurs pour voter. Si je ne croyais pas qu'il y avait un véritable vote, je ne me serais pas déplacée. De la même manière, tous ceux qui sont déplacés de toute la France, il y avait des gens venus d'Ajaccio, du nord de la France, qui sont venus à Lyon pour voter et pour participer à cette élection. Celles et ceux qui sont restés chez eux, parce qu'il y en a eu, on ne va pas les exagérer, malgré tout, cette centaine d'adhérents et de marcheurs, pourquoi ils n'y croient plus, selon vous ? Vous parlez de la pétition des 100 qui ont dit qu'ils partaient. Alors d'abord, les 100 n'étaient pas membres de La République En Marche. Moi, je trouve ça un petit peu ironique de se découvrir. Oui, ils ont le droit de croire et de ne pas croire. Le doute fait partie de la foi, comme on dit. Donc, ils ont le droit de changer d'avis, comme dans d'autres mouvements. Maintenant, 100 personnes, enfin 45, je crois, en réalité, par rapport aux centaines de milliers de marcheurs et de ceux qui adhèrent et qui continuent à adhérer depuis l'élection du président de la République, je pense que c'est extraordinairement anecdotique. Un remaniement est attendu, il tarde un peu. La question du cumul des fonctions est importante. Est-ce qu'un chef de parti, selon vous, dans ce nouveau monde d'une politique et du renouvellement que vous annoncez et que vous incarnez vous-même, est-ce qu'un chef de parti peut être à la fois à la tête d'un parti et secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement ? Ce n'est pas n'importe quel portefeuille. Moi, à titre personnel, je pense que oui. Maintenant, ce n'est pas moi qui compose le gouvernement, ce n'est pas une annonce que je vous fais. Il appartient au président, sur proposition du Premier ministre, de nommer son gouvernement. Donc, il leur appartient à eux deux seuls et à Christophe Castaner. Ah non, c'est la Constitution. Donc, si on considère que la Constitution, c'est la langue de bois... Non, pas du tout. Ça ne vous choque pas. Je vous donne mon point de vue ça aurait été fait par un autre parti, ça ne vous choque pas? Ça ne m'a jamais choqué. Quand c'était Nicolas Sarkozy, je n'ai pas protesté. Quand François Bayrou était garde des Sceaux, président du Modem, je n'ai pas protesté non plus. Moi, je considère qu'on fait
fait tous et toutes de la politique, arrêtons l'hypocrisie. Vous avez dit vous-même que j'étais au Congrès de La République En Marche. Est-ce que j'aurais dû ne pas y être parce que je suis membre de gouvernement ? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a une porosité et qu'on n'arrête pas d'être ce qu'on est en permanence. Justement, vous dites arrêtons l'hypocrisie. Votre nom a circulé pour être porte-parole du gouvernement. Vous le confirmez ? Que mon nom a circulé, je l'ai entendu circuler, mais je ne confirme rien du tout. Il y a des rumeurs qui circulent sempiternellement, c'est le jeu de la vie politique. Vous dites, Marlène Schiappa, je suis originaire de la gauche, l'ADN de mes valeurs est de gauche et je défends des combats liés à la gauche. Vous avez dû peut-être passer des mois difficiles, les 6 premiers mois. Non, certains ont dit que c'était un quinquennat plutôt de droite pour les 6 premiers mois, avec notamment la réforme du Code du travail. La totalité de ma citation, c'est qu'effectivement, j'ai un ADN de gauche, je viens de la gauche et je porte des combats comme la lutte contre les discriminations, toutes les discriminations, les droits des personnes LGBT, les droits des femmes qui sont historiquement liés à la gauche. Moi, je crois profondément à la redistribution des richesses, à la protection des plus fragiles. Tout ça, c'est lié à la gauche. Maintenant, ce n'est pas les seules choses en lesquelles je crois et ce contre quoi j'ai voulu me battre quand j'ai fait de la politique et pourquoi je n'ai pas adhéré à un parti avant La République En Marche, c'est que je me bats contre le sectarisme et contre l'entre-soi. Je pense qu'on peut être pour la protection des plus faibles et vouloir aussi croire à l'attractivité économique d'un pays, d'un territoire, au développement, à la création d'entreprises. Je pense que protéger les femmes, c'est pas simplement faire en sorte qu'elles ne soient plus victimes de violences, c'est aussi les aider à accéder à des responsabilités publiques, à créer des entreprises. Vous dites protéger les femmes. On sait, je crois que sur les smicards, 2 tiers sont des smicards. Beaucoup se posent la question sur les conséquences de la réforme du Code du travail d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle ne risque pas d'accentuer justement l'inégalité femmes-hommes en renforçant les accords d'entreprise où les rapports sont moins favorables aux travailleurs, aux travailleuses, selon les syndicats? Alors moi, j'ai regardé très précisément ce qui était fait dans ces ordonnances. On a travaillé avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et je préside le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, dont la secrétaire générale est Brigitte Grésy, et on a regardé très attentivement les ordonnances. Il s'avère que beaucoup de choses fausses ont été dites. Par exemple, sur l'égalité professionnelle, elle est sanctuarisée au niveau des branches. De la même manière, sur le congé maternité, il reste au niveau du Code du travail. Il n'y a pas d'inversion de la hiérarchie des normes, contrairement à ce qui a été dit. Le Code du travail prévaut, ensuite les branches et ensuite les entreprises. Et il y a au contraire des droits qui sont renforcés. Je pense par exemple au droit au télétravail, qui était une des revendications de l'association Maman Travail que j'ai présidée pendant une dizaine d'années, pour permettre de mieux concilier vie pro, vie familiale pour les femmes comme pour les hommes. Pour conclure, Marlène Schiappa, on a beaucoup parlé et c'est normal, c'est une priorité, c'est la vôtre, c'est votre combat que vous menez avec beaucoup de conviction sur l'égalité femmes-hommes. On dit aussi que le président vous pousse à occuper plus d'espace, à intervenir sur d'autres dossiers. C'est pour ça que je vous ai également présenté comme l'un des visages, l'une des révélations du macronisme. C'est le cas, vous vous sentez à l'aise également sur d'autres dossiers beaucoup plus politiques aujourd'hui ? Je me sens à l'aise sur les débats politiques, bien évidemment, puisque j'ai voulu faire de la politique. Après, j'ai un domaine de spécialité parmi d'autres qui est les droits des femmes ou le numérique et quelques autres. Mais effectivement, je pense que c'est important que nous défendions toutes et tous la politique menée par le gouvernement. Et je pense que ça n'est pas spécifique à moi. Il me semble que l'ensemble des autres ministres et secrétaires d'État peuvent aussi défendre la politique de tout le gouvernement. Merci Madame la Ministre. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invitée politique. Restez avec nous sur CNews. L'information se poursuit. Et restez avec nous parce qu'à partir de 18h30, on va vous faire vivre sur CNews les illuminations. C'est une tradition sur celle que l'on appelle la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. À tout de suite.